Patrice Anato est né le 14 mars 1976 à Lomé. Après l'obtention de son baccalauréat au Togo, il poursuit ses études universitaires en France, d'abord à Poitiers, puis à Paris. Il se lance en politique depuis les bancs d'études. Puis devenu juriste en droit des affaires, il se lance en campagne pour être élu député de juin 2017 à juin 2022 à l'Assemblée nationale française. Il est membre de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Un parcours atypique. Arrivé en France, Patrice s'est lancé dans les études de droit en faisant face à la réalité de l'étude loin de son cocon familial et de son pays natal. Il est passé par diverses vies professionnelles qui font aujourd'hui sa force, a-t-il l'habitude de dire. J'ai été ouvrier dans le bâtiment, ouvrier en usine, serveur en station-service et en restauration, des métiers qui ne correspondaient pas à ma formation initiale de juriste. Mais par son abnégation et sa ténacité, il finit par décrocher des emplois en banque, puis dans des sociétés françaises en tant que juriste. Devenu député à l'Assemblée nationale française, il s'est impliqué dans des politiques publiques de développement économique et pour la jeunesse de son département, la Seine-Saint-Denis. Son attachement au continent de ses racines, l'Afrique est restée intacte. Il a contribué à la coopération bilatérale entre la France et les pays d'Afrique par diverses missions et travaux parlementaires. Aujourd'hui, il lance Sésame, un incubateur et accélérateur d'entrepreneuriat 100% féminin à travers l'Afrique, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Burkina Faso, Guinée, Cameroun, Congo, République démocratique du Congo, Niger et Sénégal. Le Togo est le premier pays de lancement de cette initiative. Fondateur cabinet Aetos Duponti, président Le Grand Numérique France, président Sésame, conférencier et auteur, communicant politique, Patrice Anato est notre invité dans Les Incontournables. J'ai été stigmatisé. Ça n'a pas été facile pour vous en tout cas. Non, ça n'a pas été facile parce que très souvent, on vous le dit de façon ouverte, mais on vous explique que non, vous ne pouvez pas avoir gain de cause pour cette demande que vous faites parce qu'il y a tel autre qui est mieux positionné que vous. Voilà, c'est toujours assez subtil, mais vous vous rendez compte que c'est aussi parce que vous avez cette origine étrangère, tout en étant quand même français, que ça pose problème. Et encore plus, je dirais, flagrant, j'ai reçu des lettres de menaces de mort et d'insultes racistes. J'en ai reçu au moins 4 durant mon mandat et le plus important que j'ai reçu, c'était juste après l'annonce de la suppression des régimes spéciaux où j'ai reçu une lettre par courrier postal me disant clairement que j'allais recevoir une balle dans la tête et qu'ils n'avaient pas besoin de chimpanzés pour conduire le pays et que je devais retourner dans ma brousse natale. Bref, des mots, c'est une lettre d'une ignominie indescriptible. Et là, j'ai été jusqu'à porter plainte contre X. Et puis, j'en ai reçu d'autres, mais je n'en fais pas cas parce que je dis c'est de la bêtise humaine, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre ce genre de choses, ce genre de comportement. Et donc je me suis toujours opposé et j'ai toujours condamné tout acte raciste ou de discrimination quelle qu'elle soit. C'est aussi une difficulté qu'on rencontre ici en France. Le gouvernement met en place pas mal de dispositifs pour lutter contre la discrimination, le racisme, la xénophobie. Vous savez, c'est une question de mentalité. Et donc, les lois, à elles seules, ne suffisent pas à stopper ce type de comportement qui sont des infractions, puisque c'est condamné par la législation.
législation française. Mais c'est une question de mentalité et je crois que c'est au niveau des mentalités qu'il faut travailler et malheureusement, quand il s'agit de quelque chose qui est ancré en la personne, ça met du temps à être corrigé. Honorable. Mais cela ne nous empêche pas d'avancer et on se bat pour réclamer notre entière citoyenneté française. Je suis français, si je ne serais pas élu député, je n'aurais pas été élu député et donc chaque fois qu'il faut le revendiquer, je le dis et je le fais savoir surtout aux jeunes qui sont nés ici, qui n'ont jamais connu le Mali, qui n'ont jamais connu le Cameroun. Ils sont nés ici, ils sont français. Le Mali, le Cameroun, ils le connaissent parce qu'ils y sont allés en vacances. Ils sont plus français que maliens ou que camerounais. Donc ils n'ont qu'à tenir ferme, réclamer leur entière citoyenneté et tous les droits que ça leur concerne. Honorable, comment avez-vous fait durant votre mandat pour tenir par rapport à cette frustration, ce racisme? Où est-ce que vous avez tiré les forces pour pouvoir continuer votre mandat? Parce que je tiens quand même à rappeler aux auditeurs de Yaoundé, du Cameroun en particulier, que vous avez été député pendant 5 ans. Et... Oui. Où est-ce que j'ai tiré cette force? Je dirais que c'est tout simplement... je me suis fait une philosophie. Je ne vais pas me couper de toutes les opportunités ou de la chance que la vie peut m'accorder en raison d'une partie de la population, de quelques individus qui considèrent que je ne suis pas un être humain ou que je ne suis pas un être humain à part entière. Donc disons que j'ai fait pas abstraction puisque je combats toujours ce genre de comportement, mais j'ai fait abstraction de cette fraction de la population en ignorant les freins qu'ils peuvent me mettre. Et donc, c'est une question de ténacité. Voilà, il faut être tenace. Des racistes, vous n'en rencontrez pas tous les jours dans la rue. J'ai des collègues européens, caucasiens, avec qui j'ai de très très bons rapports, qui n'ont aucune animosité. Et donc, c'est pas tous les jours. Mais il se fait que dans le parcours de vie, à un moment donné, vous allez en rencontrer. Par exemple, pour des questions de recherche d'emploi, vous avez le bon CV, vous avez la bonne tête et tout, mais parce que vous n'avez pas la bonne couleur ou la bonne origine, on vous refuse cet emploi. Et ça existe encore aujourd'hui. Mais la détermination qui est la mienne, que peu importe les barrières ou les obstacles, je dois avancer et je m'appuie sur les règlements, sur la législation et je m'appuie aussi sur la force intérieure que je puisse vous dire voilà, j'ai des ambitions, j'ai une vision et rien ne pourra empêcher que je puisse avancer. Et quand il y a un obstacle, on trouve plus ou moins à un moment donné le moyen de le contourner. Merci vraiment honorable. Vous êtes un homme exceptionnel. Hein. Vraiment, votre parcours, on vous tire notre chapeau. Je me joins aux auditeurs également et toute l'équipe de RFO pour vous féliciter pour votre parcours. Vous êtes un exemple pour l'Afrique, vous êtes un exemple pour tous les Camerounais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Camerounais? Parce que Lutivine aussi a quelques questions sur votre parcours. Elle est en admiration. Elle aimerait vous poser quelques questions. Lutivine, t'as quel âge, Lutivine? J'ai 22 ans. Elle a 22 ans, quoi. Donc, elle est en formation... Non, en stage. Hein. Oui. Voilà, elle est en stage. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Camerounais honorables? Alors, je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs camerounais que l'Afrique, quand on dit que c'est le continent de l'avenir, ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas une utopie. L'Afrique est vraiment le continent de l'avenir. Parce que plusieurs éléments permettent de constater, et c'est des faits, que nous avons un potentiel énorme, que ce soit en termes démographiques. Quand on dit par-ci, par-là que la démographie africaine est galopante, que c'est une inquiétude, eh bien non, c'est un atout. Un continent est puissant par le nombre de sa population. Et donc, ceux qui disent
que l'Afrique grandit trop vite et que c'est un danger, c'est parce qu'ils ont peur que l'Afrique prenne le dessus sur les autres puissances. Et donc, je voudrais dire aux Camerounais de croire en notre Afrique, de croire au Cameroun, de croire en leur pays et de ne pas se dire que c'est quelqu'un qui viendra de l'extérieur, surtout un étranger, pour pouvoir apporter le développement, pour pouvoir apporter la réussite au Cameroun. Parce que en réalité, ce n'est pas dans son intérêt. Il préfère maintenir peut-être le Cameroun dans la servitude pour pouvoir vivre sur son dos. Mais c'est à chaque Camerounais de s'impliquer dans le développement de son pays pour que demain, le Cameroun puisse bénéficier pleinement, entièrement de son potentiel, de sa richesse, et que le Cameroun devienne même le pourvoyeur de compétences dans les autres pays dans la région africaine et même pour l'Occident. Et moi, j'ai suivi beaucoup de Camerounais depuis mes années de fac. C'est des gens très instruits, très brillants et qui ont une combativité sans égale. Donc je dirais encore, et à l'endroit de Ludivine qui nous écoute et qui va me poser des questions, le potentiel est en vous. Laissez le potentiel exploser, faites preuve d'audace, parce que c'est l'audace qui m'a fait moi avancer ici dans une société qui n'est pas a priori ouverte tout de suite. J'ai rencontré de l'hostilité, mais c'est par l'audace que j'ai pu avancer, et quand on ose, à un moment donné, on a toujours des résultats. Honorable, avez-vous déjà été au Cameroun? Non, pas encore. Pendant mon mandat parlementaire, j'ai eu la chance d'être admis dans un groupe qui devait effectuer une mission économique. Malheureusement, c'était une période où j'avais aussi un rapport parlementaire à restituer à l'Assemblée. Et du coup, j'ai pas pu effectuer le voyage, mais je serai très très heureux de fouler les terres camerounaises dans les prochains jours, les prochaines semaines, puisque je compte, et comme je l'ai commencé d'ailleurs par un programme qui s'appelle Sésame, peut-être qu'on en parlera, oui. Je compte implanter Sésame également au Cameroun, et donc il y a de fortes chances que j'y sois sous peu. On va en parler de Sésame juste après les questions de Ludivine. Alors Ludivine, très bien. L'honorable député, ex-député Patrice Anato est à toi. Monsieur député, je suis très honorée déjà parce que c'est la première fois que je parle à un député. Alors j'ai tellement de questions. C'est quoi réellement un député? On a tant de députés. C'est quoi réellement un député? Alors, merci Ludivine pour ta question, et je suis très honoré aussi d'être interviewé par une jeune journaliste en devenir. Un député, dans la loi, je pense que c'est à peu près pareil dans tous les pays, en Occident comme en Afrique. Oui. C'est un responsable politique qui est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire que nous sommes candidats avec une étiquette d'un parti politique ou sans étiquette, et nous nous présentons devant la population de notre circonscription, c'est un découpage géographique, pour demander leur voix, en présentant bien sûr un programme, un projet de société. Et donc suite à cette élection, moi, en 2017, j'ai été élu au second tour avec 59,70% des voix. Et une fois que vous êtes élu député, vous représentez non pas seulement votre circonscription, mais vous représentez la nation entière. Et donc, je suis rentré à l'Assemblée nationale en tant que représentant élu du peuple français. Et quelle est donc l'activité d'un député? C'est d'abord l'élaboration des lois. Vous savez, comme au Cameroun, lorsqu'il y a une réforme qui est amenée par le gouvernement, je dis n'importe quoi, sur le programme de l'éducation nationale, ou sur le budget que l'État doit verser à l'éducation nationale pour
les écoles et les établissements scolaires du Cameroun, il y a un projet de loi. C'est les députés qui se penchent là-dessus au nom du peuple pour dire voilà comment est-ce que nous allons permettre à l'éducation nationale au Cameroun d'évoluer et que nos enfants puissent être formés dans les meilleures conditions avec le budget qu'il faut et ainsi de suite, permettre à ce que ce système éducatif puisse amener les étudiants à aboutir à leurs études et puis devenir des hommes et des femmes accomplis. Je le dis de façon caricaturale. Et il faut aussi que le député fasse le contrôle des actes du gouvernement. Donc ici en France, chaque mardi, nous faisons venir à l'Assemblée nationale les ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et nous leur posons des questions sur les réformes qui sont déjà votées, puisque le gouvernement est censé exécuter des réformes. Et donc, nous leur demandons en fait des comptes rendus, des bilans d'étape de leurs actions. Et donc, s'il y a des actions qui ne portent pas de bons résultats, c'est comment les améliorer pour que ça puisse mieux servir aux populations françaises. Et enfin, il y a ce que nous appelons l'évaluation. C'est évaluer à chaque fois toutes les politiques publiques qui sont mises en place dans le pays. Ça, c'est le travail du député à l'Assemblée. Et maintenant, il y a aussi le travail auprès du public, auprès des électeurs, auprès de la population. Et donc, chaque député, normalement ceux qui le souhaitent, sont censés avoir un bureau de permanence dans leur circonscription. Moi, pendant ces 5 ans, la ville la plus importante de ma circonscription, c'est la ville de Noisy-le-Grand. Et donc, j'avais un bureau où je recevais la population sur rendez-vous ou sans rendez-vous pour toutes sortes de questions, toutes sortes de problèmes qu'il faut les aider à régler. Ça peut aller du problème lié à l'inscription dans un établissement scolaire de l'enfant de la famille, ça peut aller à des difficultés administratives auprès de la préfecture et ça peut être même parfois des problèmes qui ne sont pas de notre domaine de compétence, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche tout simplement un emploi. Mais là, le député peut orienter la personne ou faire une recommandation pour que la personne soit reçue par les services adaptés et qu'elle puisse trouver réponse à sa situation. Voilà, un député, c'est à la fois l'homme du peuple, c'est à la fois, l'assistant social des personnes qui l'ont élu et c'est aussi celui qui porte la voix de la population et défend les intérêts de la population à l'Assemblée nationale. Elle a encore une autre. T'as combien de questions, Ludivine? Il me reste une question parce que l'honorable a déjà répondu à celle que je devais poser, les actions, il a déjà répondu. Alors, tous les grands hommes ont des difficultés honorables. Alors, quelles ont été les vôtres lors des élections? Alors, les difficultés, j'en ai eu, mais pas que seulement pendant les élections. J'en ai eu durant tout mon mandat. Oui. Pendant les 5 ans, j'ai eu des difficultés. Ça va peut-être refroidir Ludivine, mais c'est pas du tout mon objectif. Le milieu politique est un milieu très très rude. Et vous avez chaque jour le souci de bien faire. Et pendant ce temps, certains vous disent que ce n'est pas bien. Vous faites jamais l'unanimité. Si vous vous attendez à faire l'unanimité, allez faire autre chose. Donc vous aurez toujours une partie de vos observateurs qui vous diront que vous n'êtes bon à rien, vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas la bonne personne. Donc ça, il faut l'intégrer et donc c'est psychologiquement déjà, c'est une difficulté. Ensuite, vous avez d'autres genres de difficultés. Vous êtes face à une situation et vous avez une décision à prendre. Quelle décision prendre pour être en même temps, apporter une solution à la question posée ou à la personne qui est en difficulté et comment aussi répondre pour ne pas aller aussi en dehors des clous de la loi. Ça, c'est aussi une difficulté qu'on peut avoir des fois. Mais la plus grande difficulté que moi j'ai vécue,
c'est ce qu'on appelle les coups bas, les bâtons dans les roues. Et quand on est en politique, attendez voir ce que les gens de votre propre camp, de votre propre famille politique, vous cherchent à vous faire tomber. Et par tous les moyens possibles. Moi, j'ai eu jusqu'à même recevoir des coups de fil anonymes de menaces ou alors des tentatives de déstabilisation de mon équipe parlementaire pour les faire partir et me laisser le travail en plan. Donc, vous avez ces difficultés. Et puis, il y a aussi les difficultés au niveau familial. Un député, c'est quelqu'un qui travaille pas 35 heures par semaine. Vous avez, on les compte plus nos horaires de travail. Et donc, des fois, je pars le matin de chez moi à 8 heures et je rentre à 1 heure ou à 2 heures du matin, le lendemain. Et donc, quand vous avez une famille, des enfants, votre épouse ou votre époux, vous les voyez peu et parfois ça peut créer des tensions. Donc, c'est différentes difficultés, mais on arrive toujours à les surmonter lorsque d'abord au niveau de la famille, il faut que votre conjoint soit d'accord que vous fassiez de la politique, sinon vous allez très vite vous rentrer en conflit. Et puis trouver aussi des moments pour soi, pour ménager la famille et bien entendu, entourez-vous surtout de personnes qui sont je dirais même plus intelligent que vous. Et ça vous permettra de déléguer certaines tâches et parfois de pouvoir vous libérer un peu plus pour autre chose. Mais c'est une vie très intense qu'être député. C'est très intense, mais c'est très passionnant. Super. Honorable, nous avons parlé de votre passé. Maintenant, nous voulons parler de votre présent et de votre futur. Votre présent aujourd'hui, vous êtes président fondateur du cabinet Aetos Dupont-Ty. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est comme cabinet pour permettre aux Camerounais, parce que les Camerounais vont et viennent, pour savoir si vous pouvez être utile au Cameroun et pour pouvoir savoir si les Camerounais qui sont en Europe peuvent vous contacter. Vous nous donnez un peu les axes de votre cabinet, comment ça se passe? Oui. Alors le cabinet Aetos Dupont-Ty a été créé juste après les dernières élections législatives en juin 2022, n'ayant pas été réélu, mais toujours soucieux de participer, en tout cas de contribuer à faire avancer les choses. J'ai ouvert ce cabinet qui est un cabinet multi-compétences, multi-spécialités. D'abord, je suis de formation juriste, donc je suis diplômé de l'Université de la Sorbonne en droit des affaires, une option droit des sociétés, et aussi diplômé de Sciences Po Paris en management des politiques publiques. Tout cela pour dire quoi? C'est que l'expérience de parlementaire m'a permis d'abord de me spécialiser aussi dans tout ce qui est le droit commercial, la politique commerciale de l'Union européenne, la politique industrielle, notamment les industries stratégiques, et aussi de développer tout l'aspect diplomatie économique avec les États d'Afrique, notamment en termes d'investissement dans les projets de développement, les transformations diverses qu'on peut avoir au niveau d'un pays qui est en recherche d'investisseurs aussi pour développer certains projets. Donc, en résumé, je travaille avec les entreprises, qu'elles soient en France ou à l'étranger, qui souhaitent développer leurs activités et qui sont peut-être à la recherche de financement ou d'un investissement. Je travaille également avec les organismes institutionnels, que ce soit les gouvernements. Actuellement, je travaille avec quelques gouvernements africains sur la partie politique publique, donc en tant que conseil. Intéressant. Et bien entendu, nous sommes un cabinet spécialisé dans tout ce qui est lobbying, communication stratégique et surtout tout le domaine des affaires publiques. Et aujourd'hui, si les auditeurs du Cameroun nous écoutent et qu'ils souhaiteraient se mettre en relation
avec des sociétés françaises dans le but d'une collaboration ou à la recherche d'un investissement pour leurs activités, ils peuvent me contacter. Et aussi pour le travail de branding, le branding politique, pour certains hommes politiques qui ont envie d'avoir une visibilité internationale, d'avoir un réseau politique qui va au-delà de leur sphère et de pouvoir être en relation avec d'autres personnalités politiques en Europe, et bien entendu permettre à ce qu'il y ait des relations économiques entre les deux États sur le plan bilatéral. Intéressant. Donc, au sein de mon cabinet, j'ai pas toutes les spécialités, donc je me suis entouré de certains consultants qui sont aussi spécialisés dans d'autres domaines, à savoir la santé, le numérique et aussi dans tout ce qui est veille et analyse juridique. Super. Est-ce que si les auditeurs ou bien les hommes politiques ou bien les hommes d'affaires qui sont en train de nous écouter veulent vous contacter, est-ce qu'ils doivent passer par la radio RFO ou directement vous pouvez donner les contacts en direct par téléphone? Ce serait bien qu'ils passent par la radio RFO, mais je peux également donner l'adresse mail du cabinet Ethos Dupont-Ty, qui est contact @aethosdupont-ty tout attaché .com. On n'a pas trop suivi la fin, honorable. Alors, contact @aethosdupont-ty.com. D'accord. Il n'y a pas que ce cabinet que vous avez monté à Paris, hein, honorable. Vous avez d'autres activités. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres activités? Ça, c'est ce que vous faites actuellement. Mais vous préparez un futur aussi pour l'Afrique. Exactement. Et comme je le disais tantôt, mes racines étant l'Afrique, quel que soit le nombre d'années passées en Europe, l'Afrique reste toujours, j'ai toujours ce cordon ombilical, si je peux m'exprimer ainsi, qui est rattaché à l'Afrique. Et donc, j'ai souhaité mettre en place une structure pour accompagner les entrepreneurs africaines. Parce que je dis africaine, c'est le programme Sésame. Le programme Sésame est un programme qui a vocation à accélérer l'entrepreneuriat féminin dans plusieurs pays d'Afrique. C'est un dispositif qui fait sens en ce que, d'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique, quel que soit le pays, j'en suis sûr, les femmes sont au cœur même de l'activité commerciale, de l'activité économique, des foyers d'abord, et puis des pays. Mais on remarque que la plupart de ces entrepreneurs femmes sont celles qui ont le moins de structuration de leur activité et qui ont du mal parfois à accéder à des financements, à des crédits bancaires ou à passer à l'échelle dans leur domaine d'activité. Et donc Sésame se veut former en fait des chefs d'entreprise ou des patronnes d'entreprise d'excellence, de sorte à en faire des futures championnes dans leur domaine d'activité. Et donc c'est un accompagnement 360 degrés à partir de la structuration, les besoins de levée de fonds, de financement, l'accompagnement technique, quel que soit le projet, puisque Sésame ne travaille que sur 3 volets. Les activités agroalimentaires, donc agriculture, élevage et agrobusiness. Deuxième volet, c'est le numérique et tout ce qui est nouvelles technologies. Et troisième volet, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc, cet accompagnement permettra par session, chaque session dure en moyenne 6 mois à 12 mois, selon le besoin, et chaque session sortira une quinzaine de femmes entrepreneurs qui sont outillées pour répondre dans leur activité aux standards internationaux et pouvoir se vendre même au-delà
de leur pays, mais pouvoir se vendre au niveau régional, voire international. Donc le Togo est le premier pays par lequel nous commençons l'incubateur accélérateur Sésame. Il y a dans la cible des pays qui vont recevoir l'implantation de Sésame, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, Burkina Faso, Guinée, Cameroun, Congo, la République démocratique du Congo, le Niger et le Sénégal. Et donc en tout, on a ciblé 12 pays d'Afrique subsaharienne pour ce programme qui démarre déjà au Togo. Nous sommes à la phase de recrutement pour sélectionner les 15 projets les plus pertinents à accompagner pour cette première session. Et donc, à chaque fin de session, on relance une nouvelle appel à candidature pour continuer le travail. Et donc, les prochains seront dans ces autres pays aussi que nous venons de citer. Et donc, derrière Sésame, c'est une initiative du secteur privé. Bien sûr, je suis à la fois homme politique, mais aujourd'hui n'ayant pas de responsabilité politique, je suis revenu au secteur privé d'où je sortais d'ailleurs, avant d'être élu député, et c'est pour vraiment permettre au secteur privé, femmes des pays africains, d'émerger et d'être des entrepreneurs de talent. En ce qui concerne le Cameroun par rapport au programme Sésame, qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir participer à ce programme, puisque vous faites différents pays avant d'arriver au Cameroun, mais en attendant que le programme atterrisse au Cameroun, comment peut-on se préparer pour pouvoir pour candidater ce programme? Alors, je vais donner déjà les critères. Les critères, bien sûr, c'est pas c'est pas une discrimination, mais c'est un choix. Il faut être femme. Il faut avoir entre 18 et 40 ans. Il faut avoir un projet qui est déjà en cours d'activité, si possible. Et que ce soit dans les 3 domaines que j'ai cités, à savoir l'agroalimentaire et l'agriculture, le numérique et l'économie sociale et solidaire. Ou alors c'est juste l'idée et que vous n'avez pas encore vraiment construit votre projet. Et bien entendu, le 3e critère est que ce projet, lorsque Sésame sera au Cameroun, doit être un projet pour le Cameroun. C'est-à-dire, si c'est une candidate qui veut créer une entreprise à installer au Maroc, elle sera pas éligible. Parce que l'objectif de Sésame, c'est de participer, de contribuer au développement local des pays dans lesquels Sésame s'implantera. Et donc, le programme doit être un programme au Cameroun, pour les Camerounais, par les Camerounais. Super, honorable. J'ai été vraiment très heureux de vous avoir en direct de Paris. Vous avez pris votre temps alors que vous êtes quelqu'un qui travaille énormément. Je suis votre actualité. Je vous en prie. Je sais même pas si vous dormez beaucoup. Je pense que vous devez dormir 2 heures par. Là, j'avoue que je dors un peu plus depuis que j'ai quitté mes responsabilités de député. Je dors beaucoup plus. Mais pas suffisamment, mais je dors beaucoup plus. J'avais remarqué que vous dormez vraiment pas beaucoup la fois où je vous ai eu en interview. Par contre, j'ai une question politique à vous poser. Soit vous répondez, soit vous répondez pas. Il s'est passé quelque chose en Tunisie. Là, on a rapatrié beaucoup d'Africains. Et après, la Guinée a aussi fait la même chose. Vous pensez quoi de ça? Mais écoutez, cher Alain, j'ai été personnellement très choqué quand j'ai suivi les propos tenus par le président tunisien, sachant que c'est un membre de l'Union africaine, je me suis demandé si nous, Africains, nous avons vraiment conscience que nous avons intérêt à être soudés, à être unis pour pouvoir peser dans le concert des nations, alors qu'aujourd'hui encore, on est en train de parler d'une situation de guerre
avec la Russie, l'Ukraine, de guerre géopolitique, avec les mouvements, je dirais, tectoniques, économiques qui bougent. Et l'Afrique a une opportunité aujourd'hui pour s'imposer, pour prendre une direction d'avenir. Et si entre Africains, on se permet ce que j'ai pu regarder sur les médias du président tunisien et les exactions qui ont lieu à l'encontre des individus noirs africains dans les rues où des gens ont été tabassés, blessés ou battus à mort, je trouve qu'il y a un problème. Et le fait que certains pays aient rapatrié leurs concitoyens, c'est bien de le faire parce que ça envoie un message. Ça envoie un message pour dire ce n'est pas du tout tolérable, c'est condamnable, mais nous sommes prêts à protéger nos concitoyens contre de tels actes. Mais moi, je pense que ça doit aller plus loin que ça. Ça n'engage que moi ce que je dis. L'Union africaine, bien sûr, elle a beaucoup de sujets à régler, mais l'Union africaine devrait se réunir, prendre une décision par rapport à cette situation et pourquoi pas une sanction contre la Tunisie. C'est sûr. Pour que ça ne se reproduise plus. Très bien, honorable. Nous avons parlé de vous, du présent, du passé, du présent et du futur, et de votre point de vue politique. Maintenant, je voudrais savoir, honorable, est-ce que ça vous arrive de danser? Ça vous arrive d'écouter de la musique? Ah, mais la musique est je dirais, ça me permet de m'évader. Et lorsque je suis au repos, où j'écoute de la musique, souvent j'écoute du jazz, mais depuis un peu, j'écoute beaucoup de musique africaine, nigériane, même camerounaise, et c'est vraiment là où je me sens détendu en écoutant de la musique. Danser, je suis pas un bon danseur. Je suis pas un bon danseur, mais je sais bouger sur de la musique et souvent d'ailleurs, c'est peut-être que c'est ma femme, c'est pour ça qu'elle dit ça, elle trouve que je danse bien. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Honorable, je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour nous à la radio RFO. Toute l'équipe et moi-même, on se joint, on se regroupe pour vous remercier d'avoir pris du temps pour nous, les auditeurs de radio RFO aussi. On aura certainement des messages qui vont tomber pour avoir de vos coordonnées concernant Sésame et concernant votre cabinet à Paris. Alors, nous, on va vous mettre une musique. Juste après ça, on va mettre une musique, j'espère qu'elle va vous plaire, c'est une musique nigérienne. Très bien. Ou alors une musique camerounaise, la musique camerounaise qui cartonne actuellement. Donc, merci beaucoup, honorable. Merci, et puis, cher Alain, merci Ludivine, et bonne journée à vous, et vraiment merci à tous les auditeurs de RFO. Merci infiniment, honorable, et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. 106.8 FM, RFO. J'adore ma radio.